François Bréhin, penses-tu qu'à 15 € par mois, la Ligue peut atteindre les 2 millions d'abonnés malgré toutes les personnes qui se sont désintéressées du foot et celles qui sont passées dans l'illégalité en prenant l'IPTV? Alors quand tu prends l'IPTV principalement pour le foot, tu ne te désintéresses pas du foot. Tu achètes le foot illégalement. Et de par ce fait, quand tu es supporter d'un club, tu appauvris ton club. Je suis désolé d'asséner encore une fois cette vérité. Après, je pense effectivement que ce sera une question de responsabilité individuelle et d'amour qu'on a pour son club. Effectivement, si demain le championnat de Ligue 1 il est à 15 € par mois, tu peux aussi te dire, bah voilà, je vais filer 15 € par mois pour mettre de l'argent dans les caisses de mon club. Voilà, moi de toute façon, je ne prends pas l'IPTV, hein. Pas besoin non plus de me faire choper avec ça, j'ai suffisamment d'emmerdes comme ça. L'IPTV, encore une fois, je comprends, surtout quand on balance une offre à 39 balles par mois, que des gens disent, là on se fout de notre gueule, on va prendre l'IPTV. Ça, je peux le comprendre. C'est évident que si le prix de l'abonnement est divisé par 2,5 fois, comme ça semble devoir être le cas, je comprendrais moins qu'il n'y ait pas une vague de retour. Maintenant, 2 millions d'abonnés, de toute façon 2 millions d'abonnés à 15 € par mois, ça fait 360 millions à l'arrivée, c'est-à-dire c'est moins que ce que donne DAZN actuellement. Donc il faut bien aussi se rendre compte du désastre économique que ce sera, quoi qu'il en soit, pour le foot français. Benoît, comment vivez-vous votre relation avec le public depuis votre retrait des plateaux télé? Ça n'a rien changé parce que voilà, j'ai été 11 ans à Canal. Comme j'ai coutume de le dire, les 11 trônes, 10 ans après avoir été la télé, c'était toujours les 11 trônes. Voilà, moi je suis toujours Pierre Ménès et voilà, je suis toujours autant reconnu dans la rue. Il m'arrive encore très régulièrement de faire des photos. Là, j'étais à la kermesse du petit filleul de Mélissa samedi. Moi, j'ai fait des photos avec des pères et puis et j'ai signé, j'ai serré des mains. Donc voilà, je veux dire, je dirais qu'en termes de notoriété, mon retrait des plateaux n'a pas changé grand-chose. Ce qui a changé, c'est surtout les pépettes. Alex Penon. Si tu devais, en complément de ta chaîne, effectuer un retour dans le monde foot adapté à ta nouvelle vie et tes disponibilités, quel type de projet et poste te ferait le plus envie aujourd'hui? Te sentirais-tu capable de replonger et si oui, serais-tu différent du Pierre du CFC? Comment veux-tu que je sache si je serais différent du Pierre du CFC? Je pense effectivement que je suis peut-être moins teigneux qu'à l'époque. Après, il faut bien comprendre que là, par exemple, quand je fais mon face à Pierrot, je parle pendant 1h15, 1h30, sans interruption, sans être coupé, sans être contredit, et que du coup, forcément, mon ton est plus apaisé que quand tu sais que tu es dans une émission où ton temps est compté et où chacune de tes sorties doit être tranchante, percutante. Et c'est sûr qu'avec mon franc-parler, ça incite à être peut-être parfois un petit peu plus agressif que de raison. C'est vrai que donc aujourd'hui, je peux dire que je suis moins agressif qu'à l'époque du CFC, mais c'est aussi que l'outil de communication que j'utilise est totalement différent. Adapté à ma nouvelle vie, je pense que le plus simple pour moi, ce serait de participer à une émission de radio en ayant une ligne tirée de chez moi et que j'ai pas à me déplacer. C'est vrai que je me vois aujourd'hui très mal aller commenter des matchs au stade avec mon genou et plus la prothèse du genou que je vais me faire à partir du mois d'octobre, qui va donc me mettre sur le carreau pour les 2 mois qui suivent. Donc pour l'instant, ça me paraît très très compliqué. Aller sur un plateau, oui, pourquoi pas. Encore une fois, ça dépend pourquoi faire, pour quelle fréquence, avec qui et pour combien. Vous voyez que ça fait beaucoup d'interrogations. François Bréhin. Cherki a signé à City pour 45 millions. Certains trouvent ça cher payé quand on sait qu'il lui reste 1 an de contrat et qu'on connaît la situation financière de Lyon, tandis que d'autres trouvent le tarif faible quand on voit le prix de certains joueurs moyens. Quel est ton avis? Je pense que tu as raison sur tes 2 trucs, c'est que c'est cher payé pour 1 an de contrat et que le tarif est faible vu le niveau du joueur. Donc je pense que bon an mal an, ça veut dire que le tarif il est justifié et que Manchester City tenait beaucoup à avoir ce joueur et a fait l'effort financier pour repousser la concurrence.
Sachant que, en plus, je pense que Cherki avait largement fait son choix et voulait ne signer qu'à City. Donc voilà, moi je pense que c'est un choix osé, parce qu'il y a une forte concurrence dans les postes offensifs pour Cherki, à commencer par celui de Phil Foden et pour l'instant de Bernardo Silva, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas encore parti. Donc voilà, il va falloir déjà qu'il fasse sa place, qu'il gagne du temps de jeu, et puis s'il a du temps de jeu, je pense qu'avec Guardiola, il ne peut que progresser. François Bréhin, Matistel a signé définitivement à Tottenham cette semaine. Que penses-tu de ce joueur et de son passage en demi-teinte en Bavière ? Je trouve que quand tu es un avançant si demandé et si prometteur, c'est quand même un peu curieux de signer dans un club où il y a Harry Kane, qui joue donc à ton poste et qui est une star européenne. Donc voilà, je pense que c'est un mauvais choix de club, un choix trop tôt. Bon, je comprends aussi que Rennes l'ait vendu 35 millions. C'est la loi du marché qui veut ça, même si je pense que sportivement, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour lui de faire ses débuts et de continuer sa progression dans un club de la dimension du Stade Rennais. C'est le problème des joueurs très jeunes et très prometteurs qui signent parfois dans des clubs qui sont surdimensionnés pour eux. Voilà, tout le monde n'est pas Désiré Doué, Barcola ou Joao Neves. C'est juste comme ça. Il n'y a pas de règle. Alex Penon. Après les 2 matchs des Bleus et au vu de l'abondance de talents offensifs, Deschamps ne devrait-il pas faire le choix de prioriser ce secteur, quitte à renier son habituelle solidité ? Avec les retours de Koundé, Upamecano et Saliba, l'équilibre semble possible, reste le chantier du milieu. Oui, je crois que tu as tout dit. Je pense que c'est très difficile de juger le nouveau choix tactique de cette équipe de France, très offensif, quand tu as une défense qui est amputée de 75% de ses arrières, de ses titulaires, et qui est évident qu'avec une défense expérimentale, tu as beaucoup moins de solidité que si tu joues avec tes titulaires habituels. Il n'en demeure pas moins qu'entre cette défense expérimentale et cette attaque prometteuse, tu as un milieu de terrain, et que là, le milieu de terrain, il a été totalement défaillant sur les 2 matchs. Rabiot, qui à mon avis n'a pas le volume physique pour jouer dans un milieu à 2, dans cette position-là. Et puis Tchouaméni, qui est toujours trop effacé pour moi, que ce soit avec le Real ou l'équipe de France. Je reste toujours sur ma faim avec ce mec-là. C'est pour ça que je pense qu'un joueur comme Camara d'Aston Villa, l'ancien Marseillais, mériterait largement d'être appelé et testé à ce poste-là. Yvous, Gattuso, nouveau sélectionneur italien, quel est ton avis ? Le métier de sélectionneur étant différent de celui d'entraîneur de club, a-t-il plus de chances de réussir ici à terme ? Faut-il un coach étranger comme en Angleterre, comme Brésil, même si ça fait mal ? Alors là, je pense que d'ici à ce qu'on voit un coach étranger en Italie avec la culture du foot italien, j'allais presque dire le cigare qu'ont les Italiens avec leur tactique, je pense qu'il va passer de l'eau sous les ponts. Le problème, c'est que Gattuso, là, il a gagné au concours du qui perd, quoi. C'est pour faire hommage à Coluche. C'est-à-dire que personne ne voulait, on se retrouve avec Gattuso qui va quand même d'échec en échec depuis qu'il est entraîneur, notamment à Marseille, où bon, c'est peu dire qu'il n'a pas fait des merveilles. Donc c'est très compliqué, et puis c'est très compliqué parce qu'il arrive dans une équipe qui est en crise de confiance, de résultats et de joueurs. Donc bon courage à lui, mais il va falloir plus que du courage. Artman 07. Est-ce qu'Akliouche aurait intérêt à rester à Monaco pour avoir plus de visibilité auprès de Didier Deschamps du fait qu'il jouera une nouvelle fois la Ligue des Champions ou aller dans un club plus grand ? Comprenez-vous pourquoi aucun club ne se manifeste encore ? Déjà, aucun club ne se manifeste encore, parce que comme je le disais dans une question précédente, le mercato n'a pas vraiment commencé. Monaco est très gourmand, logiquement d'ailleurs, parce que c'est un joueur extrêmement prometteur pour Akliouche. Ce qui fait que déjà en France, t'as que le PSG qui peut se l'offrir. Et je suis pas certain que sa réputation à l'étranger soit encore suffisamment forte pour que un club étranger vienne mettre 75 millions sur lui. Et puis d'une manière générale, moi je pense qu'effectivement, Akliouche devrait faire un an de plus à Monaco et s'aguerrir dans cette équipe. D'autant plus que si Pogba arrive, ce sera un joueur qui pourra lui faire bénéficier de son expérience.
Donc voilà. Et puis moi je veux bien qu'il aille au PSG, mais il va jouer où et à la place de qui? D'ailleurs un peu le même débat pour ce qui concernait Cherki. Donc à Cliouche, à Monaco, moi je pense que c'est la meilleure idée possible. Kéké Détown, crains-tu un mercato à deux vitesses entre les clubs qui participent à la Coupe du Monde des clubs et les autres? C'est pour ça que le mercato a été ouvert beaucoup plus tôt que d'ordinaire, justement pour permettre aux clubs qui participent à cette Coupe du Monde des clubs de pouvoir recruter des nouveaux joueurs ou même d'intégrer des nouveaux joueurs comme André Santos qui est revenu de près de Strasbourg à Chelsea, ou même à Doussard qui lui est arrivé en transfert de Strasbourg à Chelsea. Ou le Real qui va pouvoir intégrer Trent Alexander-Arnold et Højlund. C'est un mercato qui est quand même fait avant tout pour ces clubs-là. Le vrai mercato, il débutera aux dates habituelles. Geoffrey Gagneur, pour les clubs qui ont participé à la Ligue des Champions puis à la Coupe du Monde des clubs, ça va leur apporter une énorme manne financière et créer encore plus d'écart avec ceux qui n'y participent pas. Ne faudrait-il pas un ISF pour redistribuer aux plus petits? Oui, mais alors l'ISF c'est un truc de gauche et je pense que le football c'est vraiment tout sauf un truc de gauche. Football aujourd'hui c'est du capitalisme pur et dur où effectivement les plus riches écrasent les moins riches. Après, cette manne financière énorme, elle va aussi apporter de l'argent à des clubs qui en ont bien besoin. Je pense aux clubs brésiliens, aux clubs africains, aux clubs de la CONCACAF. C'est pas que les clubs européens pour qui finalement, effectivement, le club européen, puisque ce sera un club européen qui va gagner cette Coupe du Monde des clubs, il va prendre 120 millions d'euros. Il crachera pas dessus, mais même le PSG, 120 millions de plus ou de moins, ça va pas changer fondamentalement le budget du club. Puis redistribuer de l'argent aux petits, non, je suis désolé. Les petits, ils ont qu'à performer, sur le terrain et essayer de devenir grands. C'est la loi du marché. C'est peut-être pas très reluisant sur le plan moral, mais c'est comme ça. François Bréhin, que penses-tu de la déclaration hallucinante de Keita qui semble régler ses comptes avec l'OM en indiquant que la Bli n'irait pas sur la Canebière à moins que le club mette 50 millions sur la table? Alors c'est peut-être un coup de bluff pour espérer en gratter 20 ou 25. Maintenant, 50 millions pour un mec qui a mis 9 pauvres buts dans l'année, même si je trouve que Mathias Sablin a des qualités indéniables. Mais enfin, c'est pas... je veux dire, si Mathias Sablin valait réellement 50 millions, Nantes ne se serait pas maintenu avec un joueur de ce niveau-là à la dernière journée du championnat. Alors je veux dire, si Ablin vaut 50 millions, combien vaut Emega qui lui a mis 14 buts et a terminé avec une équipe qui va jouer la Conference League? Donc oui, je pense qu'il y a une grosse part de bluff de Keita, qui doit en plus l'avoir mauvaise de s'être déjà fait piquer Rongier et Merlin. Maintenant, on sait comment c'est avec Keita, le chien aboie et la caravane passe.